Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur les risques et plus particulièrement progresser par les risques. Alors, je me présente brièvement, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par deux de nos consultants, tous les deux Master Black Belt Lean Six Sigma. Il s'agit donc de Pierre Bonnardin et Eric Vernis. Bonjour. Bonjour. Alors, brièvement, quelques petites règles. Pour le confort de tous, vous avez pu voir que vos caméras et vos micros sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre correctement la webconférence. Pour ce qui est des questions, donc vous pouvez les poser à tout moment via le petit module de conversation. Donc là où vous êtes tous en train de nous dire bonjour, vous pouvez poser vos questions tout au long de la session. Et du coup, les deux animateurs prendront le temps d'y répondre au fil de l'eau, soit en vous répondant directement dans le chat, soit en intervenant directement pendant la webconférence. Ouais, si on peut. Si vous pouvez. Voilà, il est possible que s'il y a beaucoup de questions, on ne puisse pas répondre à tout, mais dans tous les cas, vous aurez toujours la possibilité de nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, pour ce qui est des slides et du replay, donc je vous enverrai un petit mail lundi dans la journée où vous aurez tous ces éléments. Voilà, brièvement, avant qu'on commence dans le vif du sujet, je vais vous présenter la société XL Group pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons donc une antenne à Paris, à Grenoble, à Reims, à Lorient et à Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Eric et à Pierre. Et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Voilà. Donc c'est moi qui vais commencer. On s'est réparti les rôles. C'est toi qui ouvre le bal, Pierre. Voilà, j'ouvre le bal. Et donc voilà, je laisserai la parole à Eric un peu plus tard. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Alors déjà, on va parler de risque. Hein, vous l'avez probablement compris. Donc pour débroussailler le sujet, on commencera par essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un risque. Hein, on parle de risque, pourquoi on parle de risque, qu'est-ce que c'est qu'un risque. Et en fait, l'idée ensuite, c'est plutôt d'illustrer sur certains thèmes cette notion de risque. Donc, on commencera par parler des risques dans le domaine de la conduite de projet, le management de projet, qui est très importante. Donc, je présenterai cette partie-là. Et ensuite, Eric vous parlera plus des risques sur les produits, sur les processus, sur les processus de l'entreprise, fabrication notamment, pour montrer un peu comment ça se passe. Et dernier point, quatrième point, c'est moi qui terminerai on essaiera de terminer sur une notion plus optimiste dans la vision des risques, hein, finalement, de dire que les risques, c'est une opportunité de progresser. Hein, on y reviendra. Voilà. On ne progresse pas sans risque. On en reparlera là. Okay. Voilà pour ce sommaire. Alors, donc premier point, qu'est-ce que c'est qu'un risque? Voilà, quand on dit risque, de quoi on parle? Alors, pour bien resituer cette notion-là, on dit aujourd'hui qu'on vit dans un monde, alors en anglais, on dit VUCA, si on traduit en français, ça fait VICA. Voilà, donc l'idée, c'est quoi? C'est un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Pierre, je pense qu'on ne voit pas ta diapo. C'est ce que j'allais dire, je pense que tu n'as pas pris le contrôle et que du coup, tu n'as pas... Ah, j'ai pas pris le contrôle, ouais, exact. Ouais. J'ai fait bouger la diapo. C'est les aléas du direct, hein, excusez-nous. Voilà, du coup, là, on voit, c'est tout. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon. Ok, désolé. On est synchro. Petite erreur de manip, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ouais. Ça, c'est un risque, voilà. Vous avez en direct la notion de risque. Le risque technologique de non-maîtrise de l'outil par l'animateur. Donc, c'est un exemple de risque. Pourtant, on avait essayé de le maîtriser en s'entraînant un peu avant, mais bon, il y a toujours... C'est l'incertitude du direct. Hein, ok.
Voilà, donc je disais, c'est cette notion de monde incertain, enfin volatile, parce que les clients changent d'avis, parce que les technologies évoluent, parce que les salariés peuvent aller voir ailleurs. Il est incertain parce qu'on a plein d'incertitudes, voilà, justement technologiques ou environnementales, où ça bouge beaucoup. Il est complexe parce qu'on a beaucoup d'interactions. La notion de complexité, elle est liée en général à ce qu'on appelle l'interaction entre différents acteurs, différents facteurs. Et de plus en plus, ces interactions sont complexes, sont mondiales, sont technologiquement lourdes. Et ça crée de la complexité. Et il est ambigu parce que c'est difficile de savoir où on va aller. Enfin, il y a beaucoup, les gens changent d'avis aussi. Donc ce monde n'est pas facile dans nos entreprises aujourd'hui, dans vos différentes fonctions. On a cette incertitude pèse sur nos métiers, pèse sur nos possibilités de développement des entreprises, pèse sur notre aptitude à maîtriser l'entreprise. Donc en général, ça se traduit, effectivement, on va traduire ça par une notion de risque. Ce monde crée du risque. On est dans un monde plein de risques. Hein. D'accord. Et il peut être intéressant alors de se dire, bon, finalement, c'est quoi un risque? Et on a, pour se dire, c'est quoi un risque? Alors moi qui ai beaucoup fait de qualité dans une vie antérieure, on peut toujours se référer aux normes internationales que crée l'ISO, et notamment une norme qui s'appelle la norme ISO 9000, que probablement vous connaissez, qui a pris la peine de définir un certain nombre de termes, un certain nombre de concepts qu'on utilise dans le management des systèmes de qualité d'entreprise. Et lorsqu'on va à l'entrée risque de cette norme de vocabulaire, on a une définition qui est assez formidable, très avare de mots, très claire, qui s'appelle, le risque, on nous dit, c'est effet d'une incertitude. Voilà, c'est quand même assez, voilà, il y a trois mots. Ça nous fait bien plaisir déjà. Ça nous fait bien plaisir. Alors comme toutes ces normes, voilà, tout est pesé. Hein. Vous avez quand même en général une centaine d'experts qui ont passé pas mal de temps à essayer d'établir cette norme, cette définition. Donc effet d'une incertitude. Donc effectivement, il faut essayer de décrypter un petit peu. Et ces définitions, souvent, il faut les prendre par la fin. On va commencer par le mot incertitude. Finalement, c'est quoi une incertitude? Qu'est-ce que l'incertitude? Et là encore, la norme nous renvoie à une définition qui est en gros qu'une incertitude, c'est un manque d'information sur un événement, sur une attente. L'incertitude, c'est qu'on ne connaît pas, on dit que c'est incertain souvent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on n'a pas l'information et ça nous empêche, ça entrave la possibilité de connaître un événement, de ce qui va se passer. Et donc on parle d'incertitude. Et cette incertitude, nous dit la norme, produit des effets. Alors un effet, c'est quoi? Là encore, regardons ce que nous dit la norme. Que nous dit la norme? Elle nous dit c'est un écart, donc en plus ou en moins, notez bien, par rapport à une attente. D'accord. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, on en reparlera un peu à la fin, c'est qu'on parle d'écart positif ou négatif. Donc, un risque, il peut y avoir du risque positif quelque part. Hein. Donc, en fait, on appelle ça une opportunité. D'accord. Donc, si on est effectivement, on peut s'appuyer. On va voir après dans les démarches, quand on réfléchit à la notion de risque, essayer d'identifier. Pour des risques négatifs, c'est quand même le plus courant. Quand on parle de risque, sous-entendu, on pense que c'est négatif. C'est-à-dire que ça nous empêchera justement d'avoir une attente, d'atteindre cette attente. Donc, par exemple, satisfaire un client, avoir une machine qui marche bien, livrer dans les délais, tout ça, c'est des attentes. Avoir des bons produits performants, avoir des salariés contents, voilà, tout ça, c'est des attentes pour le management des entreprises. Et potentiellement, voilà, on a des risques, c'est une incertitude qu'on n'y arrive pas via un certain nombre d'événements. Donc l'intérêt de revenir un peu à ces définitions, c'est déjà de bien poser ce qu'est cette notion de risque, notamment avec ces deux mots incertitude et effet, que maintenant on va essayer de mieux maîtriser. D'accord. Alors pour maîtriser
donc ces risques. Là, on peut avoir une démarche, une démarche générale. Donc, Eric vous présentera plus tard des choses un peu plus précises. Mais globalement, la maîtrise des risques, ça se fait en 3 temps. Et comme on a vu qu'un risque était une incertitude de ne pas atteindre des attentes, pas répondre à des attentes, évidemment, la première étape consistera toujours à identifier ses attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que si on fabrique des produits, quelles sont par exemple les spécifications du produit, si on veut avoir livré dans les délais, quelles sont les attentes des clients en matière de délai, voilà, c'est des attentes de performance de nos clients, de fonctionnement, etc. Et la première chose, si on ne connaît pas par exemple les attentes de nos clients, il est évident qu'on ne pourra pas bien identifier les risques de ne pas les satisfaire, l'incertitude qui peut peser sur l'attente, la réponse aux besoins du client. Okay. Donc, quand on dit identifier, décrire, là encore, ça doit être fait de manière formelle et très claire. Ensuite, une fois qu'on connaît ces attentes, comme on l'a vu, la définition nous dit quelles sont les incertitudes qui font que peut-être on ne va pas répondre à ces attentes. Donc, deuxième étape, deuxième phase, on va dire, dans l'analyse des risques, qui peut prendre des formes qu'on va illustrer derrière diverses, mais qu'il faut lister toutes ces incertitudes, tous ces risques, et les évaluer. D'accord ? En première approche, l'évaluation des risques, et là encore Eric précisera derrière, c'est toujours lié finalement à la probabilité qu'il arrive, ce risque. Quelle probabilité en ce moment j'ai de risque de rupture de matière première. Aujourd'hui, probablement très élevé. Il y a quelques années, probablement moins élevé. Donc, il y a cette première notion de probabilité. Ensuite, il y aura la notion de conséquence. L'évaluation, c'est la conséquence. Évidemment, si je manque de matière première, quelles conséquences ça peut avoir. Et ensuite, il y aura donc ce qu'on appelle une notion un peu subtile, qui n'est pas toujours facile à évaluer, la détectabilité. Est-ce qu'on peut détecter l'arrivée du risque, d'accord ? Donc, Eric précisera après des choses un peu plus précises là-dessus, mais quand on dit lister, évaluer les risques, c'est de ça qu'on parle, et il y a des tas de méthodes, il y a un certain nombre de méthodes qui nous permettent d'évaluer ces risques. Quelques-unes plus courantes que d'autres, mais oui. Quelques-unes, voilà, donc c'est classique. Alors, et une fois qu'on a fait ça, donc l'idée aussi, c'est de s'attaquer. Alors, les risques, il y aura toujours des risques. Voilà, on est dans un monde de risques. Le zéro risque, comme on dit, le risque zéro n'existe pas. C'est la phrase qu'on entend souvent. Il y aura toujours des risques. Par contre, une fois qu'on les a identifiés, classés, bon, l'idée, bien sûr, ce sera de s'attaquer à certains risques pour diminuer alors soit leur gravité, soit la probabilité qu'ils arrivent, essayer de détecter plus vite, essayer de les voir arriver pour en diminuer, les rendre acceptables, comme on dit, rendre que le risque qui arrive soit acceptable, que si on a fait un petit peu des stocks, le risque de rupture est moins fort, ou diversifier nos sources d'approvisionnement, donc tout ça, notamment souvent la diversité. Dans la diversité des sources, avoir de la polyvalence dans nos équipes, ça diminue le risque en cas d'absence d'être bloqué. Donc, on peut déterminer des actions qui nous permettent de diminuer le risque, sachant qu'il est toujours, en général, il y a toujours une certaine probabilité qu'il arrive et qu'il y a toujours des nouveaux risques qui surgissent, puisqu'on est dans ce monde un peu volatile. Donc, on a ces trois étapes dans toute démarche de maîtrise des risques qui visent donc à réduire l'incertitude, notamment, et les conséquences de ces risques. Mais pas forcément toutes. En fait, l'intérêt de faire un inventaire suffisamment exhaustif et quantifié, ça permet de s'attaquer à ceux dont on décide qu'ils le méritent finalement. Donc, il n'est pas question de tirer sur tout ce qui bouge, quoi. On essaie un petit peu d'attaquer ceux qui vraiment pourraient nous poser problème. Voilà. Okay.
Alors, on va illustrer donc cette introduction, voilà, risque, effet d'une incertitude, cette démarche en 3 temps, identifier, évaluer et décider d'action, comment ça peut s'appliquer dans certains domaines. Alors, premier domaine qu'on va voir, c'est la notion de projet, la conduite de projet. Et notamment, alors, voilà, pour pas, la notion de risque, elle est quand même vaste, notamment dans notre métier à nous, qui est plutôt des projets d'amélioration, hein, de réorganisation, d'amélioration. Et on voit, alors, quand on va chez nos clients, dans les entreprises, c'est vrai qu'on a parfois du mal, on se rend compte que ces projets d'amélioration ne vont pas à terme, ça prend du temps, les actions d'amélioration n'aboutissent pas, ça avance pas vite ou pas comme on l'attendait, justement, en termes d'attente. Et souvent, alors bon, là encore, c'est multifactoriel, hein, mais quand même, on se rend compte que au lancement d'un projet ou au long du projet, l'analyse de risque est souvent, bon, soit carrément pas faite, soit pas structurée, soit pas assez approfondie. Donc, on a quelques exemples, voilà, 3 outils. Donc, on a des outils, hein, c'est l'analyse de risque, ça se maîtrise. Il faut des outils, il faut que ce soit structuré. Donc, par exemple, ce qui est vraiment des fondamentaux quand même du management de projet, je vous présente ici 3 risques. Alors, 3 outils, pardon. Ok. Donc, premier outil en haut à gauche, où j'ai la souris ici, ce qu'on appelle tout au début du projet. Il est clair que l'analyse de risque au début du projet consiste à évaluer le contexte environnement du projet. Les risques peuvent venir de l'entreprise elle-même, qui n'est pas mature, le niveau de maturité de l'entreprise à faire la conduite de projets d'amélioration. Donc, si on n'a jamais fait ça, c'est clair que on connaît pas la méthode, on débute, y a des risques, hein, de pas aller au bout, donc il faudra faire attention à ça. Il y a des risques ensuite qui sont plus éventuellement managériales, stratégiques. C'est est-ce que un projet d'amélioration sera soutenu par la direction, par le management, il y aura un engagement. Donc voilà, ça c'est des risques qui sont liés à la structure. Après, il y aura des risques quand on fait un projet d'amélioration qui sont liés à la nature même du projet, donc à son niveau de complexité. Bien sûr, plus c'est complexe, plus on aura de difficultés à aller au bout, donc plus il faudra mettre de moyens, de compétences élevées. La complexité, elle va être liée aussi à ce qu'on attend, justement, on parle d'attente, incertitude, un effet d'une incertitude sur l'attente. Est-ce que les enjeux sont clairs du projet? Est-ce qu'ils sont bien définis? Est-ce qu'ils sont acceptés? Éventuellement suffisamment ambitieux, d'accord? Donc, si on sait que beaucoup de projets capotent par manque d'objectifs clairs et définis dès le début du projet. Donc, on ne sait pas où on va, c'est difficile de mobiliser les gens. Dans les projets d'amélioration, et notamment, là, l'exemple que je vous montre, c'est quelque chose qu'on utilise dans nos formations Lean Six Sigma, enfin, sur nos projets Lean Six Sigma, il y a aussi la difficulté potentielle d'avoir des données pour comprendre ce qui se passe dans un processus, dans un produit, dans les dysfonctionnements. Il faut des données, il faut des mesures, et il y a un risque, là encore, de ne pas pouvoir avoir ces données ou d'avoir des données qui ne soient pas fiables. Donc, il est nécessaire de bien identifier au début du projet. Puis après, il y a des risques. Alors, la notion de risque, elle peut être très concrète et très pragmatique. Dans les projets, on constitue des équipes et souvent, ces équipes, alors, elles peuvent être trop grosses, donc risque qu'elles soient trop grosses parce qu'évidemment, on veut mettre un peu tout le monde, la qualité, les opérateurs, l'informatique, les méthodes, etc. Et qu'au final, on se retrouve avec une équipe de 10 ou 15 personnes et que ça, c'est vraiment un risque de ne pas aller au bout. Éventuellement trop petite. Puis après, tout bêtement, la difficulté qu'on aura à se réunir, à sortir des opérateurs qui sont en 3-8, en 2-8, etc. Tout ça, c'est des risques très, très concrets. Avoir une salle, ne serait-ce qu'avoir une salle, des moyens qu'on oublie parfois d'évaluer au début du projet et qui font que le projet, peut-être pas suivant l'ampleur, hein, va capoter ou du moins avancer doucement. Et puis, il y a évidemment un dernier risque qui va être lié à la compétence
notamment du chef de projet. Donc le risque de manque de compétences qu'il faut là encore évaluer et si nécessaire développer des formations. Donc ça, c'est un outil de maîtrise des risques projet d'amélioration qui permet de se poser des questions pertinentes au début du projet. Quand on parle de projet aussi, il y a la notion de partie prenante. Et donc, on vous compte bien faire quand vous démarrez un projet d'amélioration, l'analyse de vos parties prenantes et notamment, j'allais dire, des gens, des influenceurs, comme on dit un peu aujourd'hui, négatifs. On cherche à identifier les gens qui ont du poids et qui pourraient avoir un effet négatif sur votre projet. Et du coup, si on parle d'opportunité, à l'inverse, un risque positif, ce serait de s'appuyer sur le projet par quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, un certain effet, et qui va promouvoir le projet. C'est là où on retrouve, par exemple, la notion d'effet positif, d'incertitude, d'effet positif, d'un risque positif. Voilà. Et tout ça, en général, on le traduit, vous avez dans une matrice d'analyse de risque, où on va trouver, voilà, effectivement, déjà ces notions de gravité, d'occurrence, qui nous permettent de décider d'actions à déclencher pour l'analyse de risque projet et d'être sûr de démarrer et de piloter un projet qui aille à terme. Et pour maîtriser ces risques aussi, une fois qu'on les a détectés, donc ça, c'est plutôt des outils qui permettent de détecter et évaluer les risques. Après, dans la conduite de projet, les outils, là encore, assez classiques qu'on va utiliser, ça va être ce qu'on appelle le RACI. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil, hein, qui permet de définir les rôles des parties prenantes, justement. Les parties prenantes qu'on a identifiées, voilà, on va dire qui, déjà, alors, c'est qui a autorité sur les actions, sur certains sujets, sur certains domaines, la fixation des objectifs, l'allocation des ressources, la réalisation des actions, qui va réaliser des actions et puis toujours précaution pour certaines parties prenantes sensibles, bien penser à les informer, à leur dire ce qui se passe ou à les consulter suivant le niveau. Donc ce RACI, en fonction de l'analyse de risque sur les parties prenantes qu'on a fait, il nous permet de les positionner correctement et de ne pas oublier de les consulter ou voilà, notamment voilà, par exemple des fonctions support qu'on pourrait oublier dans un projet opérationnel. Bien sûr, l'analyse de coûts. Et puis aussi, si je peux me permettre, ça peut avoir pour effet de réduire l'équipe projet au strict nécessaire. Parce qu'un des risques dans les projets, c'est l'indisponibilité des participants, je ne vous apprends rien. Et donc, si on veut avoir des chances de réunir une équipe aussi souvent que nécessaire, mieux vaut que cette équipe elle soit réduite au strict nécessaire finalement. Et le RACI permet un petit peu de faire le tri entre les personnes qu'il s'agit simplement d'informer, par exemple, elles n'ont pas forcément d'obligation à être présentes aux réunions. Celles qui doivent être consultées en amont d'une tâche, on peut les consulter en dehors de la réunion peut-être. Voilà, donc ça permet juste de gérer un petit peu ce risque d'indisponibilité des participants notamment. Voilà. Okay. Et puis dernier outil, enfin c'est pas forcément exhaustif, mais outil très très important dans la conduite de projet, c'est ce qu'on appelle un jalon. C'est un projet, c'est une succession de phases et de jalons. Notamment, nous par exemple, quand on parle des projets DMAIC en Lean Six Sigma, mais bon, tout projet, il y a plus ou moins toujours une phase de définition, de mise en œuvre, d'évaluation, etc. Ce qu'on appelle une revue de fin de phase ou un jalon qui permet à chaque fois qu'on termine une phase avec une checklist. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de checklist structurée, toujours cette idée de lister, d'avoir écrit au préalable qu'est-ce qu'on va vérifier, donc de vérifier que tout ce qu'on devait faire dans la phase, et notamment ce qui peut être lié à des risques de retard, de dépassement budgétaire, de manque de disponibilité, par exemple ce que disait Eric tout de suite, qu'on aura listé dans notre checklist, est-ce qu'on constate que c'est maîtrisé ou non? Donc à chaque jalon, à chaque revue de fin de phase, on va évaluer le niveau de maîtrise du risque et soit pouvoir décider d'actions correctives pour remettre à niveau la maîtrise du risque ou passer à la phase suivante. Donc voilà pour cette partie avec des outils assez précis sur la maîtrise des risques, l'évaluation et la maîtrise des risques liés à un projet.
Donc, je vais laisser la parole à Eric, où on va aborder d'autres sujets, plus sur les processus, les produits, hein, le risque produit-processus. À toi, Eric. Ok, ben j'essaie de prendre le contrôle du coup. Pense à prendre la main, voilà, faut pas faire comme moi. Voilà, oui, voilà, on va y arriver. Voilà, le risque, c'est que les anciens consultants ne s'habituent pas aux outils modernes, ça en est un aussi, voilà. Voilà, c'est difficile. Mais on y arrive, mais il nous faut le temps. Ok, donc on évoquait tout à l'heure le fait que un domaine de risque particulier et assez fréquent se présente lorsque on doit développer un nouveau produit et ou un nouveau processus, ou bien tout simplement lorsqu'on doit modifier un produit ou un processus existant, soit parce qu'il faut les améliorer, soit parce que les lois, les réglementations évoluent et qu'on est obligé de s'adapter, soit parce que la concurrence provoque ou propose, pardon, excusez-moi, des produits, des services plus intéressants que les nôtres. Et donc, on est souvent dans ce contexte où on essaie de faire évoluer un produit, et souvent faire évoluer un produit, ça peut conduire également à faire évoluer un processus également. Et de ce point de vue-là, donc, qui dit évolution, même si c'est toujours dans l'intention de faire mieux, hein, évidemment, mais qui dit évolution dit changement, et qui dit changement dit que même si on essaie de faire mieux, il y a peut-être des choses qu'on risque en même temps à côté de dégrader. Et donc c'est ça qu'il s'agit d'évaluer. Alors, l'une des premières choses qu'on peut un petit peu mettre en place, c'est la démarche générale. Alors Pierre vous l'a présenté tout à l'heure de façon globale, il disait que j'allais apporter quelques précisions, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc, première étape, si on veut, souvenons-nous qu'un risque, c'est finalement un écart entre l'attendu et la réalité, lié à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, ou qu'on a du mal parfois à évaluer. Et donc, qui dit écart par rapport à une attente, dit qu'évidemment, il faut d'abord commencer. Alors, est-ce que j'ai le pointeur qui est actif? Peut-être pas. Il faut commencer. Oui, vous voyez le pointeur là, c'est voilà. Oui. Voilà, il faut commencer par identifier et décrire ces attentes. Alors les attentes, donc, de quoi est-ce qu'on dispose? Là aussi, tout ça est outillé, vous vous en doutez, quoi. Ça fait l'objet de moult outils et approches depuis de nombreuses années. Donc l'une des premières choses à faire, c'est de cadrer cette attente. Donc à ce niveau-là, la donnée de sortie, ce sera ce qu'on peut appeler la fiche programme. Là, on a une norme, à nouveau une norme ISO qui concerne l'analyse fonctionnelle et dans laquelle il est question de fiche programme. Je vous y renvoie si vous l'intéressez. Si vous y intéressez. Donc la fiche programme, on va avoir un exemple un petit peu tout à l'heure. Derrière cette fiche programme qui donne un petit peu un cadre général, hein, mais pas forcément ultra précis, eh bien les bureaux d'études, hein, les services R&D vont bosser pour essayer de quantifier, hein, de lister, de quantifier finalement toutes les fonctions, toutes les attentes auxquelles un produit doit répondre. Et la donnée de sortie, donc l'outil qui est utilisé là, c'est donc l'analyse fonctionnelle. Et la donnée de sortie de cette analyse fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnelles, CDCF si vous voulez en abrégé. Alors un cahier des charges fonctionnelles, ça ne décrit pas le produit du tout, hein. Ça ne dit pas s'il doit avoir, je ne sais pas, 2 roues, 3 roues, s'il doit marcher comme ci ou comme ça. Ça dit simplement quelles sont les fonctions qui sont les attentes que l'on a par rapport à ce produit ou ce service. Ensuite, les services R&D vont travailler à nouveau pour essayer de proposer un produit, cette fois, une intention de produit qui ait des chances de répondre à ce cahier des charges fonctionnelles. Et à partir de là, donc, vont s'enchaîner un certain nombre d'étapes qui vont nous conduire finalement in fine, à spécifier les conditions dans lesquelles ce produit ou ce service doit être fabriqué pour que, au final, toutes les fonctions attendues soient réalisées correctement.
Alors ça se passe en 3 étapes, hein, c'est par ici. Là. Ici, on liste et on évalue les risques de ne pas respecter ce cahier des charges fonctionnel. Le premier risque, c'est le risque que le produit ne remplisse pas les fonctions attendues. Donc pour ça, on a un outil, je vais vous en parler juste après, c'est l'AMDEC produit. Alors AMDEC, je le repréciserai, mais analyse des modes de défaillance, de leurs effets, de leur criticité, nous dit la norme. AMDEC produit, donc, et ce qui en sort, une fois l'AMDEC produit réalisé, c'est, on pourrait dire, un dossier de définition du produit. Un dossier de définition du produit, c'est, si c'est un produit technique, pratique, ça va être des plans, des descriptions, une liste de spécifications, matière ou autre. Voilà, c'est tout ça. Deuxième étape, on a bien défini le produit. Maintenant, il y a peut-être un risque pour que le processus qu'on veut mettre en œuvre pour réaliser ce produit ne soit pas capable de respecter les caractéristiques du produit. Là aussi, il y a un outil qui s'appelle l'AMDEC processus ou AMDEC process, comme on voudra. Donc un petit peu le même principe. Et la donnée de sortie, ça va être, on pourrait dire, le dossier de fabrication, hein. C'est-à-dire les gammes, les paramètres de production et de contrôle du produit en question et du processus également. Qu'est-ce qu'il faut régler sur nos machines, comme vitesse, pression, etc., tout ce qu'on voudra, pour que finalement le produit respecte bien son cahier des charges. Et puis enfin, même si c'est plus rare, parfois, si on veut aller jusqu'au bout, on peut aussi essayer d'évaluer les risques que les moyens ne soient pas suffisamment disponibles, hein. Donc tout ce qui peut être arrêt, panne, etc., indisponibilité. Et là, on peut utiliser un outil qui est l'AMDEC moyen. Et de l'AMDEC moyen sortira ce qu'on pourrait appeler de façon globale le plan de maintenance du process. Comment éviter les arrêts et les pannes. Et enfin, dernier point, décrire et s'intéresser, donc lister les actions définir les actions à mener et les suivre, hein. Donc ce sont les actions qu'il faut mettre en place pour essayer de limiter finalement ces différents risques ici. Okay. Alors tiens, je sais qu'on est vendredi et qu'il est presque midi et que c'est pas très humain ce que je vais vous demander, mais je vais vous demander de réfléchir un petit peu. Voilà un exemple assez illustre de cadrage de produits. Je vous laisse le lire un petit peu, hein, parce que là, pour moi, sur mon écran, c'est écrit tout petit, même si je le connais un peu, le texte. Mais je vous laisse regarder, j'espère que c'est assez grand pour vous. Essayez de me dire dans la fenêtre de conversation, là, si vous devinez finalement à quel produit ça a abouti, cette histoire-là. Ouais, c'est dur, hein, vendredi. Bon. Un vendredi à cette heure-ci, comme ça, réfléchir. C'est pas très humain, excusez-moi. Alors, je vais vous donner un indice qui va vous servir beaucoup, de Pierre Boulanger. Pierre Boulanger, ouais. Bien vu. Je vois des réponses là qui commencent à arriver. Il y a des gens de la culture. Voilà. Et puis, ça remonte aux années 30, figurez-vous, hein. Ça remonte aux années 30, 1934 ou 35. À l'époque, ce monsieur était directeur de Citroën. Et voilà la lettre de mission qu'il a donnée à ses bureaux d'études, hein, pour réaliser finalement. C'est bon, vous avez pu lire là un petit peu, je pense, pendant que je parlais. Hein. On a déjà des bonnes réponses. Il y a quelques bonnes réponses. Hein. Voilà, bravo quand même. Hein. C'était pas évident. Vous avez gagné le droit à toute notre estime, en tout cas. Voilà. Et donc, hein. Respect, voilà. Donc voilà, c'est le cahier des charges de ça. Enfin, de ce qui plus tard est devenu ça. La 2 chevaux. C'est rigolo, Camille. Merci Camille. Merci Camille. DiCaprio, c'est ça. On a des félicitations de DiCaprio quand même. Leonardo, pardon, excusez-moi. Je l'ai confondu les deux. Alors, c'est ce qui aboutit plus tard à la 2 chevaux. Alors, celle qu'on a à l'écran, c'est pas le modèle. Hein. C'est pas le modèle initial. Le premier était beaucoup plus fruste, mais c'est ça. Donc, il y a une fiche de cadrage. Alors, cette fiche de cadrage, aujourd'hui, elle est beaucoup plus souvent servie par des services, plus souvent réalisés par des services marketing,
qui vont explorer le marché et essayer d'identifier les opportunités ou les nécessités de faire évoluer les gammes de produits. Donc ça procède d'une approche très structurée, mais parfois, et c'était le cas là, ça peut être le fruit d'un visionnaire un petit peu génial, quoi. Donc c'était le cas de Boulanger, ça peut être le cas d'un Steve Jobs qui conçoit le smartphone, par exemple, quoi. Voilà, c'est ce genre de gens. Bon, ça court pas les rues, hein, donc il vaut mieux compter sur le boulot de nos services marketing pour nous fournir des choses pertinentes et intéressantes. Mais voilà, donc ça nous fournit une fiche de cadrage. Et vous avez vu que là, ça dit pas du tout, ça donne rien de technique, quoi. Ça décrit les principales attentes ou besoins auxquels le produit devrait satisfaire. Donc ça, c'est la fiche de cadrage. Alors, évidemment, il manque quelques éléments, hein. Il manque des éléments de délai. À quel moment il faudrait sortir le produit? Dans quel volume on pense le produire? Quel coût? Quels investissements on peut y consacrer? À combien on compte vendre le produit, etc. Évidemment, mais c'est à compléter. Mais l'âme du truc, c'est ça, quoi. Hein, c'est décrire la chose qu'il faudrait concevoir ou modifier. Alors, l'analyse derrière ça, donc, à partir de là, on demande au service marketing, R&D, de commencer à réfléchir de sorte à ce qu'ils puissent faire un inventaire aussi complet que possible des fonctions et des attentes que ce produit devrait remplir. Vous avez vu sur la fiche de cadrage, hein, par exemple, il y en a quelques-uns qui sont mentionnés, ça doit être confortable. Si on transporte un panier rempli de 24 œufs, posé à l'arrière dans un chemin défoncé, il ne faut pas que les œufs cassent, par exemple. Voilà, donc ça donne des idées. Maintenant, le boulot des services R&D, ça va être de mettre tout ça un petit peu en musique, hein, d'apporter du quantitatif, d'apporter un côté aussi exhaustif, de sorte à essayer de lister l'ensemble des fonctions auxquelles le produit doit répondre, et ceci tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement lorsque le cultivateur transporte ses œufs à l'arrière, mais c'est aussi à la fin, quand la deduche va partir à la casse, qu'est-ce qu'on fait, comment on la recycle, quoi. Donc il faut parcourir l'ensemble du cycle de vie du produit. Or pour ça, il existe, sans trop rentrer dans le détail, tout un certain nombre d'approches complémentaires, hein, et ça peut aller de l'analyse intuitive, tout simplement, et aussi de l'écoute des clients, l'étude du cycle de vie du produit, le fait de se mettre à la place de l'utilisateur pour essayer d'imaginer quelles sont les fonctions dont l'utilisateur pourrait avoir besoin en cours de route, l'examen des mouvements et des efforts aussi, qui va donner quelques fonctions complémentaires, l'analyse de produits éventuellement concurrents ou de notre gamme, hein, éventuellement, et puis également la prise en compte, bien évidemment, des normes et des règlements. Donc, tout ça va conduire à... Il y a le diagramme de canaux aussi, là. Enfin, c'est un outil qui est... Alors, oui, tout à fait. Tu as raison, donc c'est vrai qu'il faudrait que je pourrais enrichir cette liste en mentionnant la VOC, la Voice of Customer, et puis l'analyse de canaux, qui est un canal supplémentaire pour identifier des besoins, tout à fait. Alors tout ça... Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il y a aussi le raisonnement sur l'absence, de dire, bon, en général, on dit la présence d'une fonction peut apporter de la satisfaction ou répondre à un besoin du client, et c'est aussi des fois se poser la question, si on n'a pas cette fonction-là, est-ce que c'est embêtant? Comment les clients vont coter, voilà. Quelqu'un dit qu'on ne voit pas la slide. Ah, ça, je ne sais pas, oui. Moi, je vois bien, donc je ne sais pas si c'est spécifique à cette personne. Ouais, tout le monde voit, donc je m'en occupe. Continuez. Okay. On est toujours sur le cadrage, ah bon? Comment ça? Ça va, tout le monde? Là, j'affiche un slide qui s'appelle analyse fonctionnelle, dans lequel on voit 2 en-têtes de cahier des charges fonctionnelles, avec un peu de rouge au milieu. Ah bon? Moi, je vois bien. Bah oui, il y a juste pour les personnes, du coup, je fais juste une petite aparté pour les personnes qui ne voient pas, parce que ça a l'air d'être juste certaines personnes. Je vous invite à partir et à revenir. Peut-être que vous avez eu un petit bug de connexion. Voilà. Merci. Quelqu'un a posé une question sur le SAFE, qui est l'un des outils de l'analyse fonctionnelle, l'une des approches. De mémoire, l'acronyme signifie Sequential Analysis of Functional Elements, c'est-à-dire analyse séquentielle des éléments fonctionnels, quoi. Donc ça invite
à imaginer la chronologie d'utilisation du produit et des fonctions, et partant de là, essayer de voir de quoi on peut avoir besoin, quoi. Tout ça, c'est des approches complémentaires. La norme nous recommande de mettre en forme les fonctions de façon à ce que on puisse les résumer sous terme de, ben voilà, quelle est la fonction, hein. Par exemple, on voit ici un exemple, être peu bruyant. Quel est le niveau d'importance de cette fonction? Alors ça, on va voir que ça a un lien aussi avec l'AMDEC, après, avec le risque. Si une fonction peu importante n'est pas satisfaite, la gravité forcément est assez basse, et inversement. Donc cette notion d'importance va être inductive quelque part par rapport à l'AMDEC produit ou process. Ensuite, on va être amené à énoncer des critères. Comment on fait pour mesurer le fait que le produit est peu bruyant? Ben là, on va mesurer les décibels à 1 mètre, par exemple. Le niveau attendu, c'est 43 décibels. Et on a une flexibilité, ça c'est intéressant parce que ça nous dit, est-ce que vraiment ce 43 décibels c'est strictement impératif, ou bien est-ce qu'on a une petite latitude quoi, dans la conception du produit qui fait qu'on pourrait s'autoriser un petit peu plus, quoi, en l'occurrence. Donc, cahier des charges fonctionnelles, en voilà un exemple. Alors, c'est tout petit, là, j'arrive carrément pas à lire, je le connais un petit peu, mais c'est l'exemple de cahier des charges d'une fonctionnelle, d'une tondeuse à gazon. L'intérêt, c'est que le cahier des charges d'un tel engin tient en 3, 4, 5 pages, pas plus, quoi. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de baratin, si j'ose dire. C'est extrêmement factuel, c'est extrêmement synthétique, cadré. C'est facile à traduire en anglais, si vous voulez, ou même en chinois, si besoin. Pourquoi pas. Voilà, et donc ça présente une liste de caractéristiques auxquelles le produit doit satisfaire. Et donc ça, ça devrait en tout cas être le point de départ d'un produit. Après ça, à partir de là, les équipes R&D vont encore travailler un petit peu, et elles vont se demander dans quelle mesure le produit qu'elles imaginent pourrait ne pas répondre à ces fonctions. Et donc ça, c'est le but de l'AMDEC produit. Alors AMDEC, c'est analyse des modes de défaillance, de leurs effets, de leur criticité, à vos souhaits. Et donc ça permet d'analyser et essayer de quantifier également, et surtout d'éviter ce qui, dans la conception du produit, pourrait conduire à la défaillance d'une fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a fait le bon choix en termes de concept? Est-ce que le fait de mettre un câble pour un frein de vélo, c'est mieux que de mettre, je ne sais pas moi, un système hydraulique ou bien un système à patins, par exemple, par frottement? Maintenant, il y a des freins à disque sur les... Oui, en plus, oui, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai plus fait de vélo, tu as raison. Le choix des caractéristiques des matériaux, par exemple, les spécifications, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une fonction soit défaillante? Qu'est-ce que ça veut dire une fonction défaillante? Elle est carrément absente. Donc là, si on parle d'une fonction de freinage, il n'y a pas de freinage, carrément. Fonction partielle, elle n'est pas tout à fait absente, mais elle n'est pas au niveau attendu. Par exemple, au lieu de pouvoir ralentir une masse de 80 kg à lancer à 30 km/h en 10 mètres, elle n'y arrive pas tout à fait. Donc ça, c'est une fonction qui serait réalisée de façon partielle. Une fonction intempestive, alors ça, c'est l'exemple du le freinage, alors qu'on n'a pas voulu freiner, mais ça freine quand même. Il y a un exemple assez célèbre, qui est l'exemple du régulateur de vitesse qui refuse de se désactiver. Ça a fait l'objet d'un film même. Voilà, ce genre de blague-là. Donc, fonction absente, partielle ou intempestive. Alors, l'AMDEC produit, comme les autres AMDEC d'ailleurs, a plusieurs qualités. Elle est préventive, c'est-à-dire qu'elle devrait se positionner avant que le design ne soit figé, de sorte à pouvoir agir sur notre design pour prendre en compte certains risques. Elle est collaborative, elle va réunir un certain nombre de compétences. Et elle est objective aussi parce qu'elle s'appuie sur une échelle de cotation préétablie. Et bon, on essaie collectivement de mettre en place une cotation qui soit aussi collective, objective et préventive que possible. Donc ça, c'est un outil qui a été développé chez Boeing dans les années 60 finalement. Donc l'AMDEC va évaluer typiquement va évaluer, essayer de lister les risques, et chaque risque va être évalué
en termes de gravité. Si ça se produit, quel va être l'effet, hein, et quelle va être la gravité de cet effet. Si mon câble de frein casse sur un vélo, quel est l'effet? L'effet, c'est si je n'ai qu'un frein, ce serait je n'ai plus de frein. La gravité, évidemment, est extrême, à moins que je sois à l'arrêt. La gravité est extrême, donc ce sera de l'ordre de 10, parce qu'en général, on utilise une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus regrettable, on va dire, le plus important. Donc, dans ce cas-là, on serait sur une gravité maximale, bien évidemment. Quelle est la probabilité pour que cette cause se produise? À cause de quoi le câble de frein pourrait-il casser? Il peut y avoir plusieurs causes, hein. Et il peut y avoir un effet d'usure, il peut y avoir le fait que, par exemple, la conception fait qu'on a tablé sur une section de câble trop faible ou qu'on a choisi une matière pas assez résistante. Donc ça, c'est la cause. Quelle est la fréquence ou l'occurrence de cette cause? Et troisième notion qui est quantifiée elle aussi, alors on dit la détection, en fait, on devrait plutôt dire la non-détection, quoi. La non-détection, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envisagé de mettre en place pour détecter l'apparition soit de la cause, soit de l'effet. Chacun de ces critères est coté sur une échelle de 1 à 10, on en verra un petit exemple tout à l'heure. Le produit de ces trois notes va donner donc produit gravité fois fréquence fois détectabilité, qu'on appelle un IPR, un indice de priorité de risque. Il va permettre de quantifier globalement le risque. Clairement, un IPR, comme on dit élevé, représente un risque élevé. Et comme en général, en amont, on s'est fixé un seuil dit de criticité, c'est-à-dire un seuil d'intervention, somme toute, dès lors que cet IPR dépasse ce seuil de criticité prédéfini, à ce moment-là, des actions sont à prendre en compte, prioritairement pour réduire la fréquence, l'occurrence, et puis éventuellement pour agir également sur la détection. À la sortie de cet AMDEC produit, que je le disais tout à l'heure, on en sort avec un dossier de définition du produit dans lequel on s'est assuré que le produit ne présente pas a priori de risque de ne pas satisfaire certaines fonctions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, l'AMDEC produit, comme les autres AMDEC d'ailleurs, font l'objet ça s'appuie sur une mise en forme qui peut ressembler à celle-là. Donc, vous apercevez peut-être ici une cotation de la gravité, ici une cotation de l'occurrence, ici une cotation de la détection. Le produit des trois nous donne le risque. Et puis, à partir du moment où ce niveau de risque, cet IPR, comme je disais tout à l'heure, est trop élevé, à ce moment-là, il faut qu'on envisage tout de suite une ou plusieurs actions pour réduire l'occurrence et ou améliorer la détection. Tant qu'on y est, en général, on recote directement, on imagine à quel niveau on va tomber en termes d'occurrence et de détectabilité si les actions sont menées. Et donc, on réévalue tout de suite le risque pour s'assurer que, préventivement, il a des chances raisonnables de tomber à un niveau acceptable. Voilà un exemple d'échelle de cotation. Alors, c'est une échelle simplifiée hein, que j'ai vu utiliser ici ou là et que je recommanderais fortement parce que souvent, un risque dans l'AMDEC, c'est que ce soit un petit peu lourd, quoi. C'est assez fréquent, les gens disent c'est lourd quand même une AMDEC. Hein. Et en fait, une façon de la rendre moins lourde, c'est d'utiliser justement une échelle de cotation un petit peu allégée. Alors, c'est une échelle qui potentiellement va de 1 à 10, hein, effectivement, mais on a enlevé certains barreaux de l'échelle, quoi. Donc, ça évite de se crêper le chignon pour savoir si on va coter tel risque à 5, à 6 ou à 7. Là, on n'a pas le choix, il n'y a que 2, 5, 8, 10. Ouais. Donc, au moins, c'est un petit peu plus efficace, ça va plus vite et c'est ma foi, tout à fait pertinent. Donc, j'aurais tendance à recommander ça de mon côté également. Donc, pour rendre l'AMDEC un petit peu plus digeste. Ça oblige les gens à se positionner, à prendre position. Le but, c'est des échelles de sélection, hein, de sélectionner un risque, donc pas forcément. Et du coup, ça crée plus de différence entre les niveaux de criticité et c'est plus facile de détecter. C'est plus efficace et finalement, le but n'est pas forcément d'être exhaustif, c'est quand même d'essayer d'identifier les principaux risques. Donc après,
Grosso modo, que le risque soit coté à 125 ou à 150, honnêtement, on s'en fiche un peu. Le tout, c'est d'évaluer s'il mérite d'être pris en compte ou pas, quoi, surtout. Quelques mots très rapidement sur les autres types d'AMDEC, donc je les ai évoqués tout à l'heure. Là, on a un peu développé sur l'AMDEC produit, mais finalement, sur l'AMDEC process, c'est exactement le même principe. On va coter gravité, occurrence, détection. On mènera des actions si le risque est trop élevé. Tout à fait le même principe. On fera ça en groupe, évidemment. Alors, l'AMDEC process, simplement, va essayer de s'interroger sur la capacité qu'a le processus à réaliser ou non des produits qui soient conformes à leur définition. La donnée de sortie, c'est le dossier de fabrication et de contrôle, le plan de contrôle du produit et du processus. Et puis, même si elle est moins répandue, l'AMDEC moyen est un outil intéressant. Cette fois, c'est pas du tout la qualité du produit qui va être considéré, c'est le risque que l'on a de voir un équipement s'arrêter plus ou moins longtemps. Donc finalement, la gravité, c'est directement la durée de l'arrêt présumé de l'équipement, et évidemment, plus ça risque d'être arrêté longtemps, et plus c'est grave. Et donc, ce qui sort de là, c'est le plan de maintenance, c'est-à-dire, ça va dire, il faut caler certaines maintenances préventives, remplacement de certains éléments, il faut avoir un stock de produits, de pièces de telle ou telle pièce de rechange, il faut peut-être avoir accès à une hotline dans certains cas, etc., etc. Donc l'AMDEC moyen est aussi un bel outil et qui est souvent négligé. C'est un petit peu dommage. Voilà. Je vais repasser la parole à Pierre parce que le temps passe, à l'air de rien. Allez, je te repasse la parole. Tu reprends la main, Pierre ? Je reprends la main. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien la diapo. Donc quatrième point donc de cette webconf. Voilà, pour terminer vendredi sur une note optimiste et se positionner pour le week-end, on peut parler, alors on vous a dit la définition au début, hein, c'est effet de l'incertitude, et on a vu aussi que l'effet, il peut y avoir des effets positifs. Donc, et du coup, on appelle ça une opportunité. Hein, c'est un peu le. Voilà. Donc, il y a un outil, je vais vous montrer deux outils qui intègrent cette notion-là. Donc, un premier outil que probablement vous connaissez, hein, qu'on appelle une matrice force, faiblesse, opportunité, menace en français ou SWOT en anglais. D'accord ? Donc, cet outil-là, qui est un outil aussi d'évaluation de risque, on peut dire, peut-être à un niveau plus global. C'est un outil qu'on utilise pour une stratégie d'entreprise ou peut-être au niveau d'un processus, mais qui est plus global que ce que vient de vous montrer Eric, et qui fait apparaître, alors là je vais vous montrer un exemple, le principe, on va raisonner force-faiblesse, c'est plutôt une force-faiblesse interne au périmètre qui nous intéresse, en une entreprise. Je vais vous montrer derrière un exemple sur un diagnostic d'entreprise. C'est des outils qu'on utilise quand on fait des diagnostics d'entreprise. Donc, on va identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise, c'est-à-dire de ses moyens, de ses facteurs humains, donc des facteurs internes. Et donc là, on parle de forces et faiblesses. Et dans la partie inférieure, ici, on fait apparaître ce qu'on appelle les opportunités et les menaces. Donc, alors, je vais commencer à l'inverse. Une menace, c'est un risque, mais un risque externe. C'est-à-dire un facteur externe qui peut peser sur l'entreprise, l'empêcher d'atteindre ses objectifs, de fonctionner correctement. Et du coup, ce fameux terme d'opportunité, c'est un risque positif externe, qui peut permettre, sur lequel l'entreprise peut éventuellement rebondir, etc. Donc là, on a bien une vision. Cette notion d'opportunité qui serait un risque positif. Pour ceux qui sont dans le domaine de la certification, qui ont un système de management qualité ISO 9001, hein, dans la norme au chapitre 5, hein, où on a bien cette notion d'analyse des risques, et on parle bien de risque et d'opportunité, donc on retrouve cette notion. Alors, un exemple, je vous montre un exemple. J'espère que c'est à peu près lisible, mais je vais commenter. Donc ça, c'est nous une matrice FFOM qu'on a établie dans le cadre d'un diagnostic d'une entreprise. Donc où on voit, on a des forces internes,
d'accord? Donc, l'entreprise est plutôt bien pilotée, il y a une vraie force de vente qui est proche du client, il y a une fidélité des clients, donc il y a des points forts, donc c'est tous les points forts de l'entreprise. On a identifié des faiblesses, plus de fonctionnement interne, la résistance au changement, alors ça c'est un risque aussi quand on parle de risque. Je crois qu'Eric l'évoquait, je l'ai évoqué un petit peu pour les projets, la résistance au changement, la fameuse phrase ah ben on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc ça c'est un vrai risque dans ceci, pareil pour revenir au monde VUCA dont je parlais au début, qui nous empêche de nous adapter à des choses incertaines, à l'évolution, à l'ambiguïté du monde. Donc qu'il faut probablement essayer de vaincre. On a des risques de manque de transversalité assez classique, hein, les entreprises fonctionnent en silo, les gens nous disent on a beaucoup de charges de travail, on ne peut pas s'occuper de progresser, etc. Donc on a des forces et faiblesses internes. Et après, dans la partie du dessous, donc vous avez ici les fameuses opportunités, donc je dis des risques positifs, hein, fait positif de risque et des menaces. Et ce qu'on voit quand on compare, ce qui est souvent assez paradoxal, quand on fait une matrice FFOM, c'est qu'en fait, dans la partie opportunité, en gros, on a mis à peu près la même chose que dans menace. Hein, c'est assez paradoxal, ce qui donne bien un peu cette notion d'ambiguïté, un risque, il peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que par exemple, l'entreprise en question ici est plutôt positionnée haut de gamme. Hein, les produits, donc c'est des bons produits qui visent des clients de gamme. Donc ça, c'est plutôt positif. Inconvénient, c'est que les produits sont chers. D'accord? Donc par rapport à la concurrence, voilà, les clients peuvent aller voir ailleurs parce que effectivement les prix sont chers. Donc là, on a un risque qui est à la fois une version un peu positive et négative. D'accord? On a je prends un autre exemple sur par exemple le dernier, on a un changement, on a un projet de changement de RP, un changement de système informatique. Donc à la fois c'est un risque énorme parce que dès qu'on change, alors ça demande beaucoup de travail, il y a des risques dans le déploiement du logiciel qu'on perde, qui est en arrêt de fonctionnement carrément. Hein, c'est que pendant un moment donné, voilà. Et en même temps, c'est une formidable opportunité parce que ça va nous permettre, on aura des nouvelles fonctionnalités, ça va accélérer le travail des équipes, etc. Donc la matrice FFOM, ce premier outil, met bien en évidence un peu l'ambiguïté de la notion de risque et l'idée aussi de rechercher le positif. Rechercher le positif dans les risques, c'est très intéressant. Et pour terminer, pour rêver un peu, toujours, il y a un outil, là, l'outil qu'on appelle l'idea thinking, qui est de dire rêvons un peu. Donc, ça, c'est un outil qu'on utilise dans des recherches de solutions, dans des projets d'amélioration, notamment, où on va quelque part délirer un peu. Donc, on se dit, la partie du haut de cet outil-là consiste à dire, dans l'idéal, mon produit, mon processus, tout ce qu'on a vu, ma machine, mon organisation, comment elle pourra être. Donc, on rêve, donc on s'affranchit des risques. Donc, quelque part aussi, à un moment donné, on s'affranchit des risques. Bon, et peut-être qu'on va y arriver. Alors, et en général, voilà, on va prendre en compte nos risques, dégrader forcément un petit peu ce mode de fonctionnement idéal en partant du haut. Et finalement, souvent, on se pousse un petit peu et on finit par arriver à trouver des solutions dans les projets d'amélioration qui sont pertinentes, qui vont bousculer un peu nos habitudes en rêvant un peu et en se disant un peu, en dégradant finalement ce fonctionnement idéal qu'on pourrait avoir. Okay. Voilà, donc écoutez, voilà, en espérant que dans l'avenir vous arriverez à maîtriser vos risques et atteindre vos idéaux. Alors, j'ai peut-être juste une petite phrase pour terminer, pour dire que les risques existent toujours. Je vais citer Paulo Coelho qui dit voilà, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. Ou alors, si on veut, on peut citer Racine, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, bienvenue au risque. Merci. Super. Et ben, c'est une belle phrase pour conclure ça quand même. Voilà. Du coup,
Il est midi, donc on est parfaitement dans les temps, donc c'est super. Du coup, normalement, Eric et Pierre ont pu bien répondre à vos questions au fil de la webconférence. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet ou même directement par mail, sachant que vous avez tous mon adresse mail. Pour conclure, je vous affiche juste ce slide pour vous annoncer les prochaines dates de nos webconférences. Avec le 10 juin, une webconférence sur comment bien vivre les transformations d'un chantier Kaizen. Ensuite, on aura une petite trêve estivale et on reprendra à la rentrée le 23 septembre avec une webconférence sur le Toyota Production System. Le 28 octobre, une webconférence sur le Lean et usine du futur. Et une webconférence le 18 novembre sur une démarche Lean est-elle cohérente avec un engagement RSE. Donc encore des beaux sujets qui arrivent pour cette année. Donc n'hésitez pas à les noter dans votre agenda. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vous dis juste merci Eric et Pierre pour cette animation. Et merci à tous pour votre participation. Et Merci, je vous dis bon appétit et à bientôt. Merci, bon appétit. à tout le monde, à bientôt. À bientôt.